Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de fin de saison sous forme de questions et réponses. Alors on est d'abord très heureux et on vous remercie parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions, souvent très intéressantes et très pertinentes. On est aussi content de ne pas avoir dû se poser des questions soi-même ou de demander à notre tante ou nos frères et sœurs de poser des questions. Et donc finalement, voilà, vous avez été nombreux à nous solliciter et on va essayer de vous faire profiter de notre mauvaise foi ou de notre science. Ça dépend vraiment de la question. D'abord, coucou Shai, coucou Flo. Comme vous l'avez remarqué, Liv n'est pas avec nous pour quelques mois parce qu'elle a des choses très importantes qui l'attendent, du genre réussir brillamment son agrég. Et du coup, on l'embrasse et on pense très très fort à elle et on lui garde une place bien au chaud pour qu'elle revienne. Mais voilà, on ne pouvait pas ne pas mentionner la meilleure d'entre nous et on essaiera de lui faire honneur dans ce podcast. Alors, les questions... Elles sont plusieurs, elles sont au nombre de plusieurs. Ça c'est très français comme phrase. On va dire que c'est du belge. Et on les a classées en thématiques. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est regarder un tout petit peu en arrière, puisqu'on va d'abord parler de la saison 2021. Et on a Hippo du compte Mercury FR qui a posé une première question en nous demandant ce qu'on pensait de l'attitude des joueuses du Mercury à la fin du Game 4 des Finals. Alors pour vous resituer, le Game 4, c'était donc un match qui pouvait amener assez fatalement vers un Game 5 décisif. Et c'était Phoenix qui menait largement dans le match et puis qui s'est vraiment fait remonter assez violemment, on peut le dire, en fin de match, dans le quatrième quart-temps. Et du coup, quand le buzzer final a retenti. En gros, il y a deux joueuses, je pense, qui sont restées sur le terrain pour féliciter les autres. C'est Diana Taurasi et Skylar Diggins-Smith, mais on sentait que c'était très dur. Et puis surtout, après, il y a la fameuse porte qui a été pétée par Diana Taurasi dans les couloirs de la Wintrust Arena. Et puis surtout, le Mercury a refusé d'aller en conférence de presse à la fin du match. Il y a juste Sandy Brondello, la coach, qui est venue. Et les autres joueuses, en fait, ont attendu le lendemain. Je pense qu'elles sont rentrées chez elles, enfin, elles sont rentrées à Phoenix et elles ont fait l'interview le lendemain. Donc ça a fait couler pas mal d'encre, parce que c'est une première déjà. Et donc voilà, tout le monde y a été un petit peu de son avis. Alors c'est moi qui me suis engagée à répondre à cette question-là, mais évidemment les garçons, vous pourrez compléter. Moi, pour ma part, je pense qu'effectivement, on ne peut pas dire que c'est une bonne réaction, parce que la bonne réaction aurait été d'assurer tout jusqu'au bout. Donc c'est assez logique qu'il y ait eu une amende. Je pense que c'est le rôle de la Ligue aussi de mettre... Voilà, il y a des règles, elles doivent être suivies, elles ne sont pas suivies, il y a une amende. Maintenant, ça c'est le côté officiel. Maintenant, d'un point de vue plutôt sentimental, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir vraiment mal après ce type de défaite. On peut pas leur en... Enfin voilà, c'est une réaction humaine, les athlètes sont des humains. Et voilà, je pense pas qu'on peut leur jeter vraiment la pierre non plus, c'est quelque chose qui est compréhensible. Maintenant, moi, j'ai écrit un article là-dessus parce que ça m'a aussi un petit peu interloqué et je me suis dit, est-ce que ce serait pas du coup l'occasion de se poser un moment et de se dire, est-ce que dans des matchs à enjeu pareil, donc on parle pas d'un match de saison régulière, un match vraiment à enjeu, ce type-là, est-ce que l'interview à chaud est toujours intéressante, au moins pour l'équipe qui perd? Alors oui, la saison passée, par exemple, Las Vegas s'est fait balayer par Seattle. Je pense que peut-être que ça a été moins dur d'aller en conférence de presse à ce moment-là parce que il y a eu moins d'espoir, c'est moins monté, mais ça reste quand même un exercice difficile. On l'a encore vu aussi, notamment dans la défaite des Aces face à Phoenix, je pense. On a vu AJ Wilson en pleurs pendant la conférence de presse. Du coup, voilà, moi, je ne fais pas partie du syndicat des joueuses, mais je pense que c'est peut-être quelque chose à voir du côté du syndicat des joueuses, se poser la question, est-ce que c'était un incident isolé ou est-ce que les joueuses voudraient peut-être demander que pour les matchs, peut-être à partir des demi-finales de play-off, par exemple, ou même des play-offs en entier, on ne fasse la conférence de presse que pour les vainqueurs tout de suite après, et peut-être pour celles qui ont perdu le lendemain, parce que de toute façon, soyons clairs, en termes journalistiques, ce qui sort après une défaite à 10 minutes, c'est pas du contenu de qualité, hein. On va pas faire une analyse à tête reposée, c'est souvent de la déception qui sort. Donc voilà, ça c'était mon avis. Alors évidemment, moi je suis pas sur place, je peux aussi comprendre les journalistes qui sont pour la plupart pas toujours payés ou bénévoles, qui se déplacent et qui voient pas les joueuses arriver, qui peuvent voir ça aussi comme un manque de respect. Donc il faut prendre un peu tous les échos. Donc voilà, c'est plus complexe que ça en a l'air. C'est pas simplement elles ont merdé, c'est pas simplement les pauvres, je les comprends. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux et c'est clairement quelque chose pour moi qui doit être un sujet qui devrait peut-être revenir au niveau du syndicat des joueuses. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Enfin, je suis un peu partagé parce que je suis complètement d'accord avec toi sur le côté que à chaud, elles n'ont pas forcément envie ou émotionnellement, elles ne sont pas prêtes après un moment difficile. Mais d'un côté, ce qui leur a été reproché, c'est de réclamer du professionnalisme et de l'attention médiatique tout au long de l'année, à très juste titre, parce qu'on est les premiers à vouloir qu'elles soient plus mises en avant. Et là, tu as le match où elles sont le plus médiatiquement exposées, où elles peuvent, où voilà, où il y a le plus de journalistes sur place ou de journalistes en dehors qui attendent pour des conférences vidéo, etc. Et bah, qui sont restés sur le carreau et qui n'ont pas eu l'occasion de leur parler. Après, je suis d'accord que dans ce contexte-là, c'est pas d'une grande utilité et on pourrait se dire. D'ailleurs, dès le lendemain, elles ont donné une conférence sur Zoom. Ouais. Enfin, elles sont rendues disponibles. Là, tout au long de l'année et pendant le Covid, il y a eu des conférences Zoom auxquelles on a pu nous aussi assister. Et je trouve que le système est vachement bien parce qu'elles sont à tête reposée, elles ont pu peser un peu ce qu'elles vont dire. Donc je leur en veux pas, mais c'est effectivement un truc, tu as raison, je pense qu'il faut que ce soit discuté pour la suite. Oui, oui, moi je dis pas que c'est pas grave. En fait, c'est pénalisé. Il faut les pénaliser parce qu'effectivement, il y a eu des gens qui étaient là et c'est pour ça que l'amende est tombée. Mais du coup, est-ce qu'en plus de ça, il n'y a pas une réflexion à avoir? Moi, c'est juste ça que je disais. Maintenant, peut-être que les joueuses dans un référendum vont dire non, finalement, on veut garder ça comme ça. Là, c'était un coup dur. Elles ont eu voilà, ça peut arriver. Et c'est pas parce que voilà, c'est peut-être un événement isolé à cause de la teneur du match, de la pression, mais que finalement elles veulent rester en disant non, justement, moi, j'ai pas envie de me retaper la discussion le lendemain. Ça a à voir. Je t'ai coupé, Flo. Qu'est-ce que tu allais dire? Mais c'est juste, il y a une journaliste, la journaliste d'ESPN, je sais jamais comment elle s'appelle, qui avait parlé à ce moment-là que certaines des interviews les plus pertinentes qu'elle avait faites en sortie de défaite, parce que en fait ça dépend fort des athlètes aussi. Tu peux avoir des cas où tu vas juste avoir du seum qui va ressortir à la sortie d'une défaite, et à l'inverse tu vas parfois avoir des témoignages de gens qui se rendent compte que c'est une dernière occasion, parfois des fins de carrière. Il y en a, c'est parfois en universitaire aussi, des défaites qui sont éliminatoires, avec des gens qui savent bien que leur carrière elle se poursuivra pas au-delà, et que donc à ce niveau-là il y avait moyen d'avoir aussi parfois des moments qui sont d'office cruels parce que tu as perdu, mais qui peuvent parfois être intéressants. Après ça dépend de chaque athlète, quoi. Il y en a qui vont très bien réagir, il y en a qui vont râler sur l'arbitrage, il y en a qui, enfin voilà, il peut y avoir de toutes les réactions, et au final c'est de toute façon l'athlète qui doit derrière encaisser sa défaite et encaisser ce qu'il aura dit à chaud ou pas à chaud. Donc c'est un sujet compliqué, mais ce qui est vrai, c'est que ce sont des athlètes professionnels, et dans professionnel il y a le fait de vendre une image et vendre un entertainment, et que ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du truc. Et donc il y a effectivement une réflexion à mener, parce que c'est pas si simple. Humainement, je les comprends tout à fait, mais comme tu dis, il y a au-delà de ça, quoi. Voilà, sujet complexe, comme souvent, c'est pas simplement manichéen, c'est bien ou c'est pas bien. Merci les garçons. Alors, on a une question de Floriane. Ce sera pour toi, Shai. Alors, déjà pourquoi? Parce qu'elle parle de pronostics, donc forcément ça te concerne. Elle dit: bonjour, combien vous prenez pour les pronostics? Merci d'avoir prédit le 3-0 ou le 3-1 pour Connecticut et Las Vegas contre Chicago et Phoenix en demi-finale. Avec plaisir. On n'a jamais dit qu'on était des devins, heureusement. Sérieusement, que pensez-vous du titre de MVP des Finals? KFC est une belle lauréate, mais que serait Chicago sans la vision du jeu de Sloot et le leadership défense de CP3? J'aurais donné le titre à Courtney Vandersloot pour sa classe tout au long des playoffs. Elle est peut-être moins spectaculaire pour le grand public, mais ses feuilles de match sont toujours très propres. Shai. Je pense que tout est dit dans la question. En fait, non mais c'est vrai, parce que dans nos discussions privées d'après la finale, je me souviens même m'être dit je vais aller jouer un peu les rabat-joie et dire est-ce que c'est grave si on considère que c'est Vandersloot qui aurait dû être MVP des finales et pas Kahlia Copper? Alors c'est pas du tout un scandale, hein. Copper a été phénoménale, elle a une montée en régime énorme depuis la mi-saison et le début des playoffs. Elle a été super en finale au scoring, joueuse décisive, mais encore une fois sur le côté définition de valuable, Courtney Vandersloot a été incroyable. Elle a un passé où elle n'a pas toujours été présente dans les grands rendez-vous. Les fans du Sky s'en souviennent, je pense. Là, je l'ai trouvée absolument parfaite, aussi bien statistiquement que dans le leadership, l'impact. C'est aussi lié à la présence de Candace Parker, je pense, qu'il l'a déchargée de certaines responsabilités. Mais si vous prenez juste les stats, elle est à 11,5 points, 12,5 passes, 5 rebonds,
2 interceptions à 52%, je crois, au shoot. Certes, c'est que sur 4 matchs, mais c'était d'une propreté vraiment parfaite. Et met un panier hyper important dans le dernier match aussi. Le panier qui permet de le faire repasser devant, c'est Van Der Sloot. Hein. Donc ouais, moi, si j'avais eu le droit de vote, je votais Van Der Sloot pour le MVP des finales. Et pour les pronostics, on peut pas viser juste tous les ans. Avec Connecticut l'année dernière, c'était cool, on avait vu assez juste. Là, bon, je pensais que ça irait au bout vu la dynamique, mais ça l'a pas fait. Voilà. Désolé. Alors, une question de Romain. Sabrina aurait-elle dû être, selon vous, dans la All-WNBA Second Team? Alors, je vais répondre assez rapidement. Je ne sais pas si je l'aurais mis, honnêtement, je ne pense pas. Mais c'est plutôt bon signe. Parce que pour moi, Sabrina Ionescu, c'est toujours le futur de la WNBA. Elle a encore une saison compliquée à cause des blessures. Et je pense qu'elle en était à ça. Maintenant, pour moi, c'est une bonne nouvelle dans le sens où quand on peut se dire Sabrina Ionescu, peut-être pas encore cette année seconde unit, c'est quand même que le niveau il est très très fort. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions à propos des All-WNBA Team, la première, la deuxième qui allait. Et en fait, même si c'est dur, même s'il y a des injustices, même si on pense je suppose Romain que tu penses qu'elle aurait dû être dedans, c'est bon signe de se dire qu'on est à l'étape où on peut vraiment discuter et qu'il y a tellement de bonnes joueuses qu'on a vraiment du mal à le faire. Donc moi je pense que je ne l'aurais pas encore mis cette année, mais simplement parce que je me dis aussi que son heure va arriver et sans devoir passer par la petite porte, parce que là ça aurait été sujet à discussion de toute façon. Et vu le talent de Sabrina Ionescu, elle sera même dans la first, soyons clairs. Mais voilà, ça a encore été une saison un petit peu limite pour New York par certains aspects, notamment par les blessures. Et donc voilà, il y a déjà une belle progression. Romain, ne soyons pas trop gourmands. Alors, une question de Swede J. Bravo à Chicago, super playoff, tout ça, mais si Brianna Stewart n'était pas blessée et absente pour les playoffs, vous pensez pas que Seattle serait venu mettre tout le monde d'accord? Flo, tu as un avis sur la question? Est-ce que Seattle serait venu mettre tout le monde d'accord? Je pense que ça aurait fait un candidat de plus, enfin un adversaire de plus mieux armé. De là mettre tout le monde d'accord, je pense pas, parce que j'ai pas trouvé Seattle aussi dominant que la saison précédente, cette saison-ci. Bon, ils avaient quand même perdu pas mal de pièces, et même s'il y avait eu des matchs qui fonctionnaient bien. Donc d'office, ça va sans dire que d'avoir Stewie dans ton équipe, ça te fait d'office passer un cap. De là à dire que juste parce que tu as Stewie, tout d'un coup tu deviens candidat et que une équipe aussi complète que Chicago passera à la trappe, non, je pense que ça aurait ramené un peu de densité en plus dans les playoffs. Je suis pas sûr que ça aurait tout changé du tout au tout. C'est là qu'on se dit que pas de chance, Liv est pas là. Peut-être qu'elle aurait fait, franchement, vous aurez fumé, mais bon, voilà. Là, forcément, la demande de gars des Mystics, de qui le fait à la cool, genre oui, peut-être, je sais pas. Bien joué. C'est, voilà. Liv, désolé, j'espère qu'on a quand même bien défendu Seattle. Alors, une petite question en style what if de la part de Ghislain. Si Vicki Johnson avait un effectif top 5 de la ligue, aurait-elle été élue Coach of the Year puisqu'elle a été snobée de fou? Alors, j'ai choisi d'y répondre et de sortir toute, peut-être, ma mauvaise foi, je n'en sais rien, mais pour moi, clairement, oui, elle a été snobée. Ce qu'elle a fait avec Dallas, c'est magnifique, et au niveau mentalité, on ne peut pas dire qu'il y a eu un changement d'effectif ouf, clairement. Elle a fait avec ce qu'elle avait. Qu'est-ce qu'il y a, Flo? Non, je dis pas du tout de changement. C'est ça, il n'y a pas eu de changement. Donc elle a récupéré ce que Hagler avait, mais il y a quelque chose qui a été insufflé, une énergie. Même on en rigolait parfois que ce côté coaching old school où elle fait courir les gens qui n'ont pas beaucoup joué. Et enfin, voilà, c'est pas un secret. Moi, j'adore Vicki Johnson et ce qu'elle apporte à Dallas. C'est juste que forcément, avec l'effectif à disposition, elle pouvait pas faire un truc. En fait, Dallas était ventre mou. En fait, voilà, ils sont passés. En fait, pour être clair, c'est plus facile d'être New York qui fait une merde intégrale et qui, du coup, la saison d'après remonte fort. Dallas n'avait pas fait complètement de la merde et donc forcément, ils ont fait un peu mieux, mais avec le même effectif. Donc, ce gap, il est déjà énorme, mais il a été dur à faire parce qu'il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas eu... voilà, et donc, pour moi, elle aurait déjà dû être dans le débat cette saison. Et clairement, si tu lui mets des joueuses
comme d'autres coachs disposent, oui, pour moi, oui, mille fois. Il y a quelque chose avec elle, très clairement. Et un truc très intéressant aussi, c'est que quand elle fait un mauvais coaching, elle le dit. Et ça, c'est pas... On l'a entendu parfois après dire, voilà, machin a fait ça, qui n'allait pas, mais moi, à ce moment-là, j'ai mal réagi. Et ça, pour moi, c'est de l'étoffe de futur coach of the year. Ou alors, je prends juste mes délires pour mes réalités. Mais je sais pas si vous êtes peut-être plus neutre, vous êtes d'accord avec moi? Mais en fait, le souci, c'est qu'elle a eu 0 vote, je crois. Ouais, elle a même pas été dans le débat. Voilà, donc je pense pas que j'aurais voté pour elle, mais la mettre top 3 Attends, sans aucun souci, parce qu'elle a fait un énorme travail avec des joueuses qui sont pas si faciles que ça à coacher. Avec Ogunbowale, pour la faire. Ariké, elle a passé un vrai cap cette année. Je trouve dans le leadership, c'était moins bordélique pour parler franchement dans les moments importants. Il y avait beaucoup de jeunes joueuses qui au début n'ont pas toutes été réceptives à son coaching. Au début, ça n'avait pas été facile, par exemple avec Alicia Gray, Satou Sabali, en plus qui a été blessée après. Tu prends Moria Jefferson qui a fait une très bonne saison avec elle. Le premier jour, elle a dit c'est ma meneuse. Mais je sais que les gens sont sceptiques autour d'elle sur son cas, mais ça va être ma meneuse et ça va le faire. Je trouve qu'elle méritait d'être dans la discussion, clairement. Ouais. Tout à fait. Alors, on a regardé en 2021, maintenant on va regarder vers 2022 et on a pas mal de questions sur, voilà, visiblement vous avez encore confiance en notre pronostic puisque vous nous posez quand même des questions pour la saison prochaine. On ne devra pas donner de chiffres donc ça va. Alors la première salve de questions elle vient de Nico puisque Nico il s'est lancé le défi de faire 12 questions pour 12 franchises. On n'a pas pris les 12 mais on en a quand même pas mal parce qu'elles étaient intéressantes. Alors Shai, la première question elle porte sur Atlanta. Nico dit, est-ce qu'Atlanta va gérer le cas Kennedy Carter avant 2024 et si oui, comment voyez-vous l'avenir de cette franchise? En même temps, on a Abdul Karim qui nous pose également une question en disant que pensez-vous de la situation de Kennedy Carter à Atlanta? Pensez-vous qu'elle portera à nouveau le maillot du Dream? Et enfin Laurent qui nous dit, croyez-vous que Kennedy Carter, Courtney Williams et Crystal Bradford bénéficieront d'une seconde chance en WNBA après leurs problèmes extra-sportifs? Si oui, où les voyez-vous rebondir? Donc très clairement, les bagarres sur parking ont suscité beaucoup d'émotions parmi vous. Et le spécialiste du MMA WNBA va nous en parler. Vas-y, Shai. En fait, je pense qu'il faut parler d'Atlanta, oui, dans sa globalité, parce que juste des cas individuels, c'est pas forcément toujours parlant, mais c'est vrai, là, la franchise, elle est vraiment en pleine mutation, et même les premières étapes de la mutation ne sont pas très bien passées. Parce que même avec l'arrivée de René Montgomery, ça a changé de coach au début, un intérimaire remplacé. C'était le bazar, pour dire les choses clairement. Et même au niveau communication, en fait, ça n'a jamais été très clair sur le plan de ce qui se passait, que ce soit avec les joueuses. Quand il y a eu la suspension de Kennedy Carter, sur laquelle on nous pose la question, c'est invraisemblable qu'on n'ait absolument pas su ce qui s'est passé, pourquoi elle a été suspendue jusqu'à la fin de la saison. C'est quand même une joueuse, c'est une jeune joueuse, mais c'est une joueuse qui est populaire et dont on attend beaucoup pour la suite. On ne sait pas ce qui s'est passé, on sait juste qu'elle a eu un comportement qui a été nuisible pour l'équipe. C'est la seule qui a été vraiment sanctionnée, alors qu'on parle d'embrouille avec d'autres joueuses de l'équipe. Et derrière le coup de la vidéo de la baston sur le parking, où il y a personne. En fait, on ne sait pas qui est à la tête du navire. Non, on voit même pas qui frappe qui. Tu vois des points qui volent. Tu vois Kalani Brown qui pourrait calmer tout le monde comme ça, mais elle le fait pas. On voit qu'il y a eu Courtney Williams, on voit qu'il y a eu Crystal Bradford, parce que la franchise a clairement dit que les deux ne seraient pas conservés, donc ça, il n'y a pas de mystère sur leur application. Je pense que là, après tout ce bazar, ça ne peut pas être pire, et ça commence maintenant, ça va ressembler à quelque chose à partir de maintenant, parce que déjà l'arrivée du GM Dan Padover, quand même, ça c'est un énorme coup, parce qu'il est deux fois meilleur dirigeant de la ligue avec Vegas. Donc logiquement, il sait ce qu'il fait. Alors, il repart de zéro. C'est souvent des projets intéressants pour des dirigeants comme ça. Au niveau coaching, Tanisha Wright, c'est son premier poste de head coach, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est une fille qui connaît bien la ligue. Je pense que ça va aller, ça va prendre du temps, mais là, ça va être la vraie reconstruction. Et pour parler du cas Kennedy Carter, Padover a dit tout de suite dans la conf de presse qu'il allait la rencontrer et qu'ils allaient discuter. Je pense qu'il va il va axer la suite autour d'elle, au moins dans un premier temps. Lui laisser une chance et pas la trader tout de suite alors que sa valeur est au plus bas, j'y crois pas une seconde. Je pense que ça va reconstruire à partir d'elle, qu'ils vont mettre les choses à plat et que ça va aller. Et pour Courtney Williams et Bradford, je pense qu'elles auront peut-être une chance sur des contrats courts, mais ça va être compliqué de retrouver des contrats aussi
élevé pour Courtney Williams en tout cas. Et Bradford a fait une bonne saison. Elle est bien revenue dans la ligue. Je pense que c'est pas complètement fini pour elle. Ouais. Moi, j'aurais eu tendance à dire que Courtney Williams, elle bénéficiait d'une espèce de petit statut qui pouvait peut-être encore lui donner une chance, et que Bradford, elle était blacklistée dans la ligue. Ah ouais, tu penses? Je sais pas. Bah, en fait, Je sais pas parce que les gens ont vu qu'elle avait fait une bonne saison au milieu d'une saison vraiment très très médiocre pour Atlanta. ouais, mais elle sait pas sauver une vraiment équipe, sortie, tu vois. Courtney Ouais, mais Williams tu vois, est elle est- capable, au niveau du jeu, de porter une équipe. Et tu peux te dire vraiment, que Bradford, elle a bien progressé, elle a aidé, mais elle est pas capable de porter l'équipe. Et donc, du coup, est-ce que tu prends un risque sur une joueuse qui peut pas avoir un apport comme Courtney Williams, par exemple? Puis, elle est dans les gammes de salaire où tu as 100 joueuses pour 10 Ouais. places, quoi. Ouais. Après, dans l'altercation, il est ressorti plus ou moins qu'elle était venue défendre Courtney Williams, qui avait initié les trucs et qu'elle était un peu victime collatérale en voulant Ah défendre ça. ouais, non, mais après, moi, ce genre de baston, tout le monde a toujours des bonnes intentions, hein. La Ouais. vidéo, elle est exceptionnelle, la vidéo, Ouais. quand même. Il n'y a rien qui va, le contexte, tu sais même pas, le vendeur de nuggets en vêtements, Le vieux food truck. C'est affreux. C'est vraiment, si tu veux faire une pub pour l'Amérique profonde, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Alors, Flo, toujours Nico qui nous pose une question où il a compris qu'il fallait brosser certaines personnes dans le sens du poil. Maintenant qu'ils ont une Coach of the Year en puissance, que manque-t-il aux Wings pour viser plus haut? Ah, ben un effectif. Merci. Alors, Parce question que- suivante. Non, mais donc, on a dit qu'elle avait réussi à faire un magnifique boulot avec un effectif très moyen, c'est vrai. Mais maintenant, il y a pas d'avance. Il faut améliorer le matériel dont tu disposes, une raquette, vraiment une vraie raquette. On a vu Shirley Collier, c'est compliqué, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc je pense qu'il faut des joueuses plus expérimentées, plus physiques dans la raquette. Oui, il faut ramener du talent un peu partout en fait, hein, parce que Kayla Thornton, c'est des joueuses qui sont intéressantes, qui vont donner leur vie sur un parquet, mais il y a un moment, il y a besoin de plus. À la main, est-ce que vraiment tu joues ton avenir sur Moria Jefferson, ou est-ce que c'est pas le moment de se dire est-ce qu'on peut pas viser plus haut? Tu as Rike Ogunbowale qui est ta star normalement, qui est même devenue plus intelligente dans son jeu cette année-ci. Et il y a la question Satou Sabali, est-ce qu'elle va passer un cap ou pas? Il y a eu plusieurs questions sur. Elle a eu pas mal de petites blessures. On se pose un peu des questions sur sa régularité. Donc voilà, je pense que maintenant il faut améliorer petit à petit l'effectif. Donc pour ça toi, en commence gros, par- ça passe quand même par quelques échanger. Si on veut viser plus haut, à un moment, faut faire du Oui, pour mouvement, moi, quoi. c'est soit du free agent, soit du trade. Après, il faut voir parce que tu n'as pas des grosses valeurs à échanger. Sauf si tu trouves vraiment l'échange du siècle pour Moria Ils sont encore bien Jefferson. placés à la loterie parce qu'elles ont récupéré le pic de New York. Mais oui, mais est-ce que tu vas encore ramener des jeunes? C'est ça la question. Non, justement, mais ça peut servir de monnaie d'échange pour Oui, le tout à coup. fait. On pensait qu'elle le ferait, que les Wings feraient les échanges l'année dernière. Ça aurait peut-être dû être le cas parce qu'au final, les rookies n'ont pas eu énormément de temps de jeu ou ont été coupés. Mais moi, je pense qu'il manque pas tant de choses que ça en fait, parce que j'ai bien aimé ce qu'a montré le noyau dur quand il a pu jouer ensemble. Parce que Sabali a été souvent blessée, elle a eu du mal. Mais j'ai beaucoup aimé la progression d'Alisha Gray. Isabelle Harrison, je trouve qu'elle a fait une excellente saison. Il y a de quoi faire. Elles n'ont pas perdu quand on y repense. C'est un match de barrage contre Chicago où elles sont dans le match. C'était chaud quoi. Ouais. Donc il manque pas tant de choses que ça. Je suis d'accord, hein, du talent dans la raquette, Ouais. indéniablement. Mais il manque pas tant de choses que ça, je pense. Parce que Bella Laris, ça va être un peu léger quand même. Hein. Ouais. Désolée pour les amis des blondes, mais fallait le dire. Alors, Shai, petite question maintenant concernant Minnesota. Nafisa Collier aura beaucoup à prouver après sa saison assez décevante. Est-ce qu'on peut s'attendre à un MVP style la saison prochaine? Alors, je pense qu'il faut nuancer peut-être le côté décevant de la saison et déjà se rappeler qu'elle a beaucoup enchaîné quand même. C'est la première fois de sa carrière qu'elle enchaîne autant. C'est la première fois de sa carrière qu'elle est allée jouer en Europe déjà, Ouais. au BLMA, où tout de suite elle a été mise. Voilà, elle a dû quand même jouer beaucoup et des matchs assez intenses. Elle a fait les JO aussi, quand même. Elle a enchaîné saison WNBA, saison en Europe, JO et re-saison WNBA. C'est une jeune joueuse, donc c'est la première fois qu'on lui demande des choses aussi exigeantes physiquement.
Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a trouvée moins forte. Je l'ai pas trouvée, je dirais pas qu'elle est décevante. Qu'elle a été décevante. C'est sûr qu'on a plus vu Sylvia Fowles qui a fait une saison exceptionnelle. Elle a été peut-être un peu en dessous de ce qu'on pouvait espérer avec ce qu'elle avait fait la saison passée. Mais je suis pas du tout inquiet. Elle a été quand même très très bonne en défense notamment. On l'a moins vu peut-être prendre des responsabilités en attaque. Mais alors je sais pas si ça va donner une saison MVP en 2022. Je n'irai pas jusque là. Mais si Sylvia Fowles décide d'arrêter par exemple, oui, on va voir ses stats monter en flèche et être plus proche de celle qu'on attend d'une MVP. Mais je suis pas du tout inquiet pour elle. Je dirais pas que c'était une saison décevante pour moi. Voilà Nico, arrête d'être méchant. Alors Flo, est-ce que Chicago est capable de faire une saison complète de haut niveau et pas seulement les playoffs, histoire d'éviter de donner de faux espoirs à la concurrence? C'est vrai que c'est assez marrant la manière dont le visage de Chicago en régulière et en playoff a été complètement différent. Après, Chicago, ils ont une étape à passer maintenant qui s'appelle l'intersaison, parce qu'ils ont approximativement tout le monde à re-signer cet hiver-ci. Donc c'est déjà la première étape, si on veut poursuivre, c'est d'essayer de garder son équipe, parce qu'en gros l'année prochaine il reste Candace Parker, Azura Stevens et c'est à peu près tout. Donc il faudra voir, est-ce que tu re-signes Courtney Vandersloot, Ali Quigley, à quel prix, qu'est-ce que tu fais de Kalea Copper qui a vu sa valeur monter. Après je pense que si tu réussis à garder le même noyau, cette fois-ci tu seras dans la continuité. Ici ils ont quand même dû encaisser l'arrivée de Candace Parker qui est une joueuse qui prend de la place et où il a fallu s'adapter avec elle. En plus, il y a un moment, elle a été blessée, puis elle est revenue, ce qui fait qu'il y a eu la saison a été fort bousculée. Là, j'ai l'impression que s'ils arrivent à garder leur noyau, qui est vraiment le principal challenge de l'intersaison, après, tu seras dans la continuité d'une année où tu viens de faire le titre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elles peuvent aller chercher un deuxième titre? Ça, faudra voir la concurrence, est-ce que ça racontera. Maintenant, est-ce que ça permettra de faire une régulière qui sera plus forte que la précédente et dans la continuité? Je pense que oui, c'est tout à fait possible. Tant qu'on en est dans les intersaisons, Nico te demande aussi, grosse intersaison à prévoir pour les Mystics, comment est-ce que tu le sens? Mal. On va aller faire les courses chez Lidl. Écoute, on n'a plus de sous. Il n'y a plus de sous. L'intersaison chez les Mystics, en fait, c'est compliqué. On a énormément d'argent sur Elena Deldon, Natasha Cloud, Ariel Atkins, Alicia Clark. Donc tout dépend de la santé de ces joueuses-là. En gros, il nous reste de quoi pouvoir re-signer un gros contrat. Donc en gros, ce sera soit Tina Charles, soit Emma Messman. Pas les deux. Pas possible les deux. Se pose la question de Maïcha qui doit être signée. À quel prix? Moi j'ai l'impression qu'elle va pas rester chez nous, ou alors on va la signer pour la transférer et derrière signer plutôt tous des petits contrats pour compléter. Alors si on a Elena qui résout ses problèmes et que Alicia Clark est de retour, ça reste un effectif qui va être hyper sérieux et donc tout va bien. Si Elena joue 2 matchs et puis elle reste en civil tout le reste de l'année, c'est la merde. Mais je veux dire, on a, en gros, le problème, c'est qu'on a aucune flexibilité, et donc si les joueuses, le physique tient, on aura quand même une belle équipe, sinon ça va être compliqué. Un peu comme chaque année. Parce que ça fait quand même un moment que c'est comme ça. Donc, en tout cas, les 2 dernières années, voilà. Ça pique. C'est vraiment la malédiction post-titre. Alors, Shai, une question qui va peut-être remuer des choses difficiles, mais tu sais qu'il faut aller de l'avant. En plus, c'est Nico qui la pose, donc lui aussi a décidé de se faire mal. Est-ce qu'il y aura un problème de cohabitation entre Alyssa Thomas, Jonquel Jones et Breonna Jones? Puisque on l'a dit tout à l'heure, on a vu le Connecticut Sun faire une saison magnifique, et puis Alyssa Thomas est revenue, tout le monde s'est dit « Wow, Alyssa Thomas pour les playoffs, ça va cartonner !» Et alors évidemment, loin de moi l'idée de la pointer du doigt, mais une fois que tout le monde était là, le soufflet est retombé. Alors est-ce que c'est genre fatigue de fin de saison, enfin, où est-ce qu'on peut vraiment craindre un problème de cohabitation entre ces 3 joueuses-là? Non, je pense pas qu'il faut craindre quoi que ce soit. Elles se connaissent. Là, le problème, c'est effectivement que ça a été chamboulé en fin de saison. Elles étaient sur une dynamique. Et d'un côté, ils ne pouvaient pas ne pas la réintégrer si elle était demandeuse. Et je suppose qu'il n'y a pas qu'elle qui était demandeuse dans l'effectif. On te dit, il y a Alyssa Thomas qui arrive. Est-ce qu'on essaie de la relancer? Oui, oui, évidemment.
Et je crois d'ailleurs pas que ce soit son retour dans l'effectif qui est tout cassé. C'était d'autres soucis au niveau création à l'arrière, enfin plein de choses qui ont fait que ça a pas, au final, les playoffs n'ont pas été aussi réussis que ce qu'on pouvait attendre. J'essaye plutôt d'être positif et de me dire, là, elles ont toute l'intersaison pour travailler ensemble. Elles sont toutes en forme. Il n'y a pas de problème. Alors, Jonquel Jones est en fin de contrat, mais bon, a priori, de ce qu'elle dit pour l'instant, elle n'a pas spécialement envie d'aller voir ailleurs. Je pense qu'elles ont envie de faire enfin une saison tout ensemble, avec Dewana Bonner, qu'il ne faut pas oublier. Breonna Jones, qui est montée en régime, qui me semble pas être demandeuse d'une exposition, voilà, de dire ça y est, maintenant je suis All-Star, donc dégagez-moi Lisa Thomas, je veux prendre toute la place. Elles se connaissent bien, elles jouent à Prague ensemble. Enfin, je pense plutôt que là, maintenant, s'il n'y a pas de pépin physique, on touche du bois pour elle. Kurt Miller va les préparer pour jouer ensemble, et ça va super bien se passer. Il n'y a aucune raison, je pense. Positif et confiant, donc. Voilà. Ok. Voilà, c'était le marathon des questions de Nico. Il y en avait encore quelques-unes d'autres, Nico, mais on devait quand même faire un choix. Shai, non, d'abord une question, oui, ça parle de vieux, donc forcément c'est une question pour moi. Mara qui demande, Torazi Sou encore une saison, et puis on a également Rémi qui dit, Sue Bird va-t-elle prendre sa retraite, et si oui, comment éviter de sombrer dans l'alcool, la drogue ou la malbouffe après cette nouvelle? Alors pour la deuxième partie de question, comment on doit faire pour éviter de sombrer? Je cherche toujours une solution. Il est possible qu'on organise des groupes de parole ou d'entraide chez Suisse. Je vous serai averti. Voilà, une fois que l'annonce tombera, crois-moi, on est beaucoup dans le cas. Et on va tous essayer de se serrer les coudes pour trouver une manière. Peut-être, tu vois, des pièces comme au AA, genre ça fait 3 jours que je n'ai pas pleuré pour Sue Bird ou quelque chose comme ça. On essaiera de trouver des solutions. Mais dans tous les cas, on sera soudés ensemble. Maintenant, mon feeling, c'est que on aura encore le droit, je l'espère et je pense, à un dernier round, pour 2 raisons. Parce que Diana Taurasi, pour sa part, n'a jamais évoqué une retraite de fin de cette saison-ci. En rigolant, elle a même dit see you in Paris à la fin des JO. Bon, ça par contre, je pense qu'il faut pas trop y compter dessus. Mais elle a encore montré qu'elle savait jouer et qu'elle tenait clairement sa place au sein du Mercury et qu'elle a toujours cet instinct. Quant à Sue Bird, ce qui nous sauve vraiment, c'est le retard du bâtiment, hein, puisque la Key Arena, qui est la salle mythique de Seattle, qui là va réouvrir sous une forme écolo-friendly et assez grandiose. Enfin, elle a réouvert là maintenant. Hein, en fait, Sue Bird a toujours dit qu'elle aurait bien voulu finir sa carrière là. Alors, c'est clair que ça devient tendu. On l'a bien vu à la fin de la saison. Là, c'était pas aussi... Voilà, on sent qu'il y a vraiment de l'hésitation et que c'est difficile. Mais elle a aussi montré en 2021 que plus d'une fois, elle est plus qu'utile sur le terrain. Donc moi, je pense que s'il n'y a pas une grosse tuile physique pour les deux, on se rend compte qu'on doit encore en opérer une du dos ou à l'intersaison, je pense qu'il y a des chances qu'elle soit encore là en 2022 pour la dernière saison. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, les garçons. Si, je pense aussi, parce que déjà, en termes de niveau de jeu, alors c'est un peu différent pour les deux. Je trouve que Sue Bird, surtout si elle joue toujours avec Stewart et Jewel Lloyd, etc., là, on l'a encore vu, elle a toujours un niveau très, 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 très honnête. C'est un euphémisme. Et pour Taurasi, c'est plus compliqué. Elle a toujours des pépins physiques tout au long de la saison. Elle est obligée de manquer des matchs. Après, sur un match, elle va prendre feu et être exceptionnelle. Mais dans son interview de fin de saison, elle te dit bien que c'est de plus en plus difficile, qu'il faut se remettre en... Les intersaisons sont hyper longues pour les filles qui vont pas à l'étranger. C'est super long de se mettre en condition physique. C'est très dur. À 40 ans, c'est plus difficile. Mais je pense comme toi, je pense que les deux vont continuer. Le fait que la nouvelle salle de Seattle, ça lui a bien plu quand même. Hein. On l'a vu. Elle a été consultante sur un match de NHL où elle a dit bon, je vais pas vous cacher que c'est quand même très tentant de venir jouer ici, donc je pense qu'elle va faire une dernière saison. Et comme je pense que souvent ça va un peu de pair, à mon avis, si on en garde une, on en garde l'autre, tant que évidemment, je vous dis, on va vraiment être suspendu en gros à leur bulletin de santé. Mais si pas de pépins majeurs, quitte à encore devoir s'économiser un petit peu plus et jouer un petit peu moins, mais on aura peut-être bien droit à un dernier round à mon avis. Alors, question de Jeff pour toi, Shai. Candace Parker, double championne, va-t-elle continuer en WNBA en 2022 ou pas? Le doute est là après sa réponse à la question avec Lisa Leslie, puisqu'on a vu un tweet où elle répondait à une question qui visiblement a inquiété Jeff. Oui, dedans, elle dit, elle parlait, c'est sa pote, Lisa Leslie, c'est son ancienne coéquipière, donc c'était un peu plus détendu.
Quand Lisa Leslie lui a demandé si elle allait continuer, elle a dit j'en suis pas encore là dans ma réflexion parce que là je viens juste de sortir d'un gros moment d'émotion, etc., etc. Et d'une grosse biture. Et d'une grosse biture, on l'a tous vu. Donc elle laisse un peu planer le truc parce qu'elle non plus va pas jouer à l'étranger. Donc elle se dit qu'elle veut rien promettre si au bout de 3 mois elle trouve qu'elle est complètement fracassée physiquement, qu'elle a plus envie ou quoi. Elle se laisse quand même cette porte-là, mais elle a signé pour 2 ans à Chicago. Comme disait Flo tout à l'heure, c'est une des seules joueuses qui est encore sous contrat à Chicago. Elle est venue sur un projet de 2 ans. Chez elle, je pense qu'elle va faire au moins cette saison et on a encore vu le niveau qu'elle avait en saison régulière comme en play-off. Après, c'est sûr que ce serait beau d'arrêter là-dessus. Tu te fais une dernière saison dans ta ville, tu la fais gagner tout de suite, parce que son rôle est essentiel dans le titre. C'est la même équipe qu'avant, avec elle en plus, et qui les a aidés à passer le cap. Je serais très surpris qu'elle arrête sur cette saison-là. Je la vois plutôt arrêter à la fin de la saison prochaine, et encore. Ouais. À voir, effectivement. Alors, toujours avec toi, Shai, c'est Noé qui nous pose la question suivante. Comment envisagez-vous l'intersaison pour les Aces ? Bill pourrait être promu GM, comme il l'a demandé. Est-ce que ce serait une bonne chose ou pas ? Et Adrien complète en demandant quels doivent être les ajustements de l'intersaison au niveau de l'effectif des Aces pour passer un cap. Ouais, c'est compliqué parce que on sait que Laimbeer voulait le poste de GM. Il voulait la double casquette, un peu comme par exemple James Wade ou Mike Thibault à Washington, si je dis pas de bêtises. Il gère tout le secteur sportif. Visiblement, il le voulait déjà depuis quelques années. Mais bon, il y avait Dan Padover qui a été 2 fois meilleur GM, donc compliqué. Je sais pas quelle est la relation exacte entre Laimbeer et la nouvelle direction, parce qu'il y a un nouveau propriétaire quand même, faut le rappeler, Mark Davis. Je sais que c'est pas tout rose, que tout est pas idyllique avec la direction. Donc maintenant qu'il y a le poste de GM qui s'est libéré, je sais pas si ça va être Laimbeer qui va justement prendre cette double casquette ou si ils vont complètement passer à autre chose et changer aussi le coaching staff. C'est une possibilité. Dans l'idée où ça reste comme ça, parce qu'au final il manque pas grand chose. Elles ont fait finale l'année d'avant, là elles perdent en demi avec Cambridge qui est absente la première saison et qui revient de Covid derrière. C'était compliqué pendant les playoffs. Il manque pas grand chose, peut-être espérer que Angel McCoughtry soit sur pied, parce qu'elle a beaucoup fait la différence, je trouve, sur la saison précédente. Il manque pas grand chose. Aja Wilson a été un peu moins, je l'ai trouvé moins forte cette saison, peut-être justement qu'il a fallu se réadapter avec Cambridge. Et en playoff, on a vu que aussi émotionnellement c'était compliqué. Moi, je les vois pas changer grand-chose. Ils n'ont pas une marge de manœuvre énormissime. C'était la première saison avec Chelsea Gray. Kelsey Plum qui frappe à la porte pour être titulaire quand même, je pense. Même si elle a accepté d'être sixième joueuse, on a vu qu'elle avait largement le niveau. Donc j'avoue que c'est un peu une énigme, Las Vegas. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. On aura peut-être des surprises au niveau coaching staff et direction. Ça peut conditionner beaucoup de choses. Il reste beaucoup de temps et je pense qu'on peut pas trop se prononcer pour l'instant. Ok. Alors, question un peu plus générale sur la WNBA, mais aussi même d'autres choses, puisque Léa Alsace, d'où viens-tu, nous pose une question. Il y a une ligue qui va être créée aux États-Unis pour dissuader les filles de WNBA d'aller jouer à l'étranger. Vous en pensez quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra plus les filles jouer en Europe ? Alors, je serais peut-être moins direct, c'est peut-être pas pour dissuader les filles d'aller jouer à l'étranger, c'est peut-être plutôt juste pour qu'il y ait une ligue complémentaire à la WNBA. Je sais pas si c'est vraiment ciblé contre l'overseas. Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra plus les filles jouer en Europe ? C'est trop tôt pour le dire, parce que les filles qui ont signé actuellement, c'est pas encore des grands noms, et on sait bien que certains clubs à l'étranger ont un budget qui serait impossible à avoir. Donc pour le moment, dans le rapport de force, l'argent est encore dans de nombreux clubs européens. D'ici que tu puisses aligner sur les contrats faits par Ekaterinburg, je pense qu'il y a de la marge. Maintenant, c'est peut-être plus c'est vraiment très difficile à dire parce que des ligues comme ça, il y en a déjà qui ont existé, qui n'ont pas pris. Et donc, je pense vraiment qu'il faut voir comment ça va être géré et ce que ça va apporter. Maintenant, dans le fond, nous, on apprécie beaucoup de voir les filles jouer en Europe. C'est un des plaisirs qu'on a. Mais je pense qu'en étant complètement réaliste, c'est peut-être pas le plus chouette pour elles aussi. Et donc, ça doit être dur de partir aussi loin, aussi longtemps, quand on a une famille, etc. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est qu'elles aient le choix. Et savoir que même celles qui restent aux États-Unis ne doivent pas finir vendeuses chez Walmart pendant l'intersaison.
Mais donc voilà, c'est peut-être un petit peu tôt pour tirer des conclusions et de se dire qu'on ne les verra plus jouer en Europe. Et de toute façon, je pense que si c'était le cas, ce sera jamais un truc général. Parce que quand tu vois que la WNBA, avec les moyens de la NBA, a déjà autant de mal à prendre des parts de marché, je pense qu'en pleine saison NBA, une ligue qui n'est pas poussée par une machine comme la NBA derrière, va pas savoir rivaliser avec l'Euroleague. Soyons clairs, c'est souvent l'Euroleague hein, qui ramène la plupart des joueuses. Donc voilà, moi je suis pas trop inquiète sur l'idée qu'on n'aura plus des filles qui viennent jouer en Europe maintenant. Je pense que ça va continuer. Et si pour certaines ça peut leur permettre d'avoir quand même une activité, dans tous les cas ça reste positif. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, mais ça peut servir de ligue de développement aussi. Ouais, un peu à la G-League en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'on parle souvent aussi du manque de place qu'il y a actuellement pour certaines joueuses qui sortent de NCAA ou quoi. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir un endroit où elles peuvent essayer de se montrer déjà dans un premier temps. Tout à fait. Alors, une question de J-E, Jean-Éric, Johan Edmond, je ne sais pas. Cette année, les fans ont pu élire la Greatest of All Times, la GOAT, parmi toutes les joueuses de l'histoire de la WNBA. Mais si on devait élire le ou la meilleure coach de l'histoire de W, qui choisiriez-vous, Flo? Alors, en toute objectivité, je vais choisir le coach qui a le plus grand nombre de victoires de la WNBA. C'est qui? Mike Thibault, hein. Oh, bah ça alors. C'est étonnant. Non, et si je veux être un tout petit peu plus vaste et objectif, je mettrais aussi dans la balance la coach qui a le plus de titres et qui a tiré la plus grande dynastie sans doute à l'heure actuelle de l'histoire, et donc Cheryl Reeve. Même en restant objectif, je mets Mike Thibault très très haut. Hein. Mais voilà, je pense que ça c'est dans ces noms-là. On a Bill Embiid, il a fait beaucoup de choses, il a eu plusieurs titres sur différents moments. Dan Hughes. Dan Hughes qui a été présent sur une grande période aussi, tout à fait. Ouais, j'aurais mis aussi, parce que je suis d'accord avec tous ceux que vous avez cités. Après, je ne sais pas si je mets Cheryl Reeve en GOAT parce qu'elle a eu des effectifs bien méchants quand même. Mais par exemple, il y a Van Chancellor de Houston. Ben ouais, moi j'ai toujours un problème avec les Comets, c'est que j'ai l'impression que c'est une équipe qui arrivait directement prête à un moment où tous les autres n'étaient pas prêts. Et donc, mais sinon, effectivement, c'est un coach qui doit d'office être, quand tu prends les 4 premiers titres de la ligue d'office. Mais sinon, je pense que je mettrais peut-être l'NBA parce qu'avec Détroit, il a vraiment créé quelque chose de sans superstar. Il a réussi à être compétitif avec New York, il n'a pas gagné de titre, mais avec Las Vegas. Il a un truc de longévité, de style identifiable, sans avoir non plus les mêmes effectifs que. C'est pas pour d'évaluer ce que fait Cheryl Reeve, c'est fantastique ce qu'elle a fait. Hein, mais voilà, l'NBA, top 2, je pense. Et alors j'ai envie de citer aussi Lynn Dunn, qu'on ne cite jamais, mais qui était la coach du grand Indiana de Tamika Catchings. Oui, tout à fait. Alors, un petit retour d'une question de Nico. Vu comment il semble intouchable, Derek Fisher va-t-il se présenter à la présidence française en 2022 ? C'est bien possible. Et sache que, je le dis officiellement, si j'étais française, je voterais plutôt pour Derek Fisher que pour Éric Zemmour. Éric Zemmour, oui. Donc voilà. S'il le fait, ça peut empêcher Zemmour de passer, ou Le Pen, n'en parlons même pas. Pourquoi pas Derek Fisher, go go go. Alors là, maintenant, voilà, il y a une question, quand je l'ai vue, je me suis dit, le petit salaud, il a envie de nous faire débattre, mais je pense quand même qu'on va tous être plus ou moins d'accord, mais on va voir. C'est Laurent qui nous pose une question assez sympa. Attention. A-t-on le droit de dire, malgré tout l'immense respect qui leur est dû, que Soubird et Diana Taurasi, petit 1, devraient laisser leur place dans Team USA? Il faudra bien un jour apprendre à s'en passer, alors pourquoi pas déjà amorcer la transition avec des joueuses plus jeunes et méritantes sportivement sur l'ensemble d'une saison? Petit 2, devraient arrêter de repousser leur retraite chaque année et ainsi laisser à la Ligue l'opportunité d'écrire de nouvelles histoires et de trouver de nouvelles figures de proue en accord avec son époque. Laurent, petit coquin. Allez, on va commencer peut-être. Shai, tu as un avis sur la question ? Oui. Laurent, t'es sur mort. Team USA, de toute façon,
Alors, est-ce que ça dépend si sa question c'était est-ce qu'elles auraient dû arrêter avant avant les derniers JO parce que là clairement elles vont pas faire les prochains. Ouais. Mais non, je trouve que c'est bien. Elles ont tellement apporté à l'équipe américaine que ça m'a pas choqué. Après, voilà, il y a la secte Yukon qui est en place au niveau de la fédération qui fait que c'est compliqué pour les autres joueuses. Là, peut-être que ça va s'écrire différemment. Pour la deuxième partie, par contre, non, je suis pas du tout d'accord pour dire qu'elles devraient prendre leur retraite de manière anticipée. C'est toujours bien que quand on peut voir des légendes en action, même si elles sont en fin de carrière, elles ont une telle aura sur les autres joueuses, elles ont tellement d'histoires à raconter et un niveau toujours très très honnête. Hein. Après, ce qu'il dit, c'est juste aussi, c'est-à-dire que il faut médiatiquement accorder de l'importance aux autres joueuses qui ont des histoires au moins aussi intéressantes, mais c'est pas forcément de la faute de Taurasi et Bird si les médias s'intéressent qu'à elles et pas aux autres. Ça commence un peu à changer. On commence à parler d'autres joueuses et on commence à comprendre qu'il y a plein d'histoires intéressantes à raconter. Mais c'est pas de la faute de Sue Bird et Taurasi. Et tant qu'elles ont le niveau et qu'elles prennent pas la place de quelqu'un d'autre, c'est pas de leur faute. À Phoenix et Seattle, au-delà même du terrain, elles ont un tel impact sur l'équipe, l'organisation, la ligue que tant qu'elles peuvent et qu'elles ont envie de le faire, je trouve ça génial de pouvoir les voir jouer. Maintenant, pour me faire l'avocate, je pense, de ce que dit justement Laurent, c'est ce que tu disais, elles prennent la place de personne. Si, regarde Sloot qui doit partir jouer. Si Sue Bird avait dit, bah voilà, maintenant j'invente, hein, mais j'ai 34 ans, un peu à la Marjo ou à la Kim Mesdak, ou voilà. Maintenant j'arrête, je continue évidemment ma carrière de WNBA, mais ma carrière internationale est finie. Bah peut-être qu'une Sloot jouerait maintenant avec Team USA, et donc c'est ça la question. Ah oui, tu veux dire pour l'équipe nationale? Moi je parlais plus en club. Ouais. Et en équipe nationale. Mais ça, c'est un choix qui a été fait par Team USA il y a 8-9 ans en fait. Mais c'est un problème plus profond, comme je disais. En fait, Yukon avec Auriemma tirait les ficelles de l'équipe nationale et a continué un peu de les tirer, même si Dawn Staley est plus South Carolina et que ça a changé un petit peu. Mais c'est de la politique comme avec Team USA chez les mecs à l'époque. Voilà, c'est plus complexe que juste un tel n'a pas envie de prendre sa retraite ou autre. Pour Vandersloot, c'était particulier. Et puis elle était forte, mais elle n'était pas aussi forte qu'elle l'est maintenant. C'est dommage aujourd'hui de ne pas pouvoir la voir. Mais non, je ne suis pas scandalisé par leur présence. Et toi, Flo? Moi, pour devrait laisser leur place dans Team USA, je suis relativement d'accord. J'ai adoré qu'elles aient leur 5e médaille. Maintenant, elles auraient fait un pas de côté pour renouveler au niveau de Team USA. J'aurais pas trouvé ça mal non plus, parce qu'effectivement, il y a un tel vivier aux États-Unis que tu pourrais jouer avec l'équipe C que tu gagnes quand même, donc justement renouveler. Par contre, au niveau de la ligue, on en a un peu parlé tantôt. Taurasi, il y a des moments où on se demande si l'équipe joue pas mieux sans elle, mais à côté de ça, il y a un match où elle va encore réussir à mettre 25 points. Mais je veux dire, elle est quand même toujours présente, et Sue Bird, il y a encore des matchs où c'est elle qui est la meilleure sur le terrain. Ouais. Donc non, moi je veux encore bien les voir jouer. Sue Bird, comme elle joue là, je veux encore bien l'avoir joué 2 ans, moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, en fait, le débat, c'est qu'on parle pas de très bonnes joueuses, on parle de légendes, en fait. Et pour moi, les légendes ont droit à un statut particulier. Je vous dis, on parle pas non, ces deux joueuses-là, savoir qu'il y a des gens qui voulaient encore les voir jouer, elles sont encore les meilleures ambassadrices de la ligue, et comme tu disais, Shai, c'est pas leur faute. Elles prennent pas le micro des mains d'une autre joueuse pour dire écoute-moi, c'est juste qu'elles sont ce qu'elles sont. Ce sont des légendes, et donc moi jamais je pourrais souhaiter que les légendes se barrent. Et je pense qu'elles peuvent encore apporter des choses, et moi tant qu'elles sont partantes, je les suivrai au bout du monde. Maintenant elles bloquent personne, donc et puis on est tous là pour l'intérêt du basket féminin. Elles le font avancer, et je pense qu'elles le font avancer mieux que personne. Donc par rapport à Team USA, voilà, après ça c'est chacun qui voit ça, chacun gère sa carrière comme il veut. Par exemple une Nan Waters a aussi décidé d'aller jusqu'au bout, a été critiquée pour ça, mais moi j'ai trouvé que jusqu'au bout c'était génial de l'avoir sur un terrain. Donc voilà, Et en sport, la longévité, c'est quelque chose qui fascine en plus. Ouais. Parce qu'une personne qui va vraiment être hyper forte, complètement dominante, mais sur une période de 2-3 ans, on va trouver ça fou sur l'instant. Mais à long terme, ce qui reste, c'est les histoires des joueurs qui vraiment ont dominé sur des longues périodes. C'est les Tom Brady, c'est les Roger Federer, c'est des gars comme ça qui durent et qui durent et qui durent et qui durent. Et donc voir une Sue Bird
qui a gagné quasiment 20 ans d'intervalle, c'est incroyable. Donc, ça écrit l'histoire aussi, quoi. Donc voilà, Laurent, désolé, je me doutais bien qu'on serait plutôt tous d'accord, mais voilà, ici on aime trop Sue et Diana pour aller contre elle. Alors, une question de Ghislain. Est-ce que vous trouvez, comme moi, que la cérémonie des 25 meilleures joueuses de la WNBA n'a pas été à la hauteur, un pauvre 3 minutes lors d'un quart-temps? Et Floriane qui pose une question dans la même veine. Que pensez-vous du vote des fans pour la GOAT? Taurasi n'est pas ma favorite, mais pourquoi le faire pendant un match si important? Ils auraient dû faire une belle cérémonie avec toutes les 25. J'aurais tellement aimé revoir mon idole Cheryl Swoops. Donc oui, très clairement, pour moi c'est un foirage de la ligue, ça peut arriver. Ça aurait même mérité peut-être un talk show, une émission spéciale ou quelque chose comme ça pour parler des 25 meilleurs et pas un manteau distribué pendant un quart-temps. Donc oui, moi je suis d'accord avec toi, Ghislain, c'est un gros foirage. Je pense même que notre podcast sur les 25 meilleurs est bien plus complet et bien mieux fait, donc n'hésitez pas à retourner le voir, on a fait mieux que la WNBA pour le coup. Maintenant, que pensez-vous du vote des fans pour la GOAT Taurasi? Je peux pas trop nous griller parce qu'un jour on aimerait bien en parler avec vous, donc on va pas trop se prononcer sur la question de la GOAT parce que je pense que ça fera l'objet d'un futur débat. Donc du coup voilà, j'en profite juste pour teaser, vous dire qu'on devrait en parler avec vous bientôt parce que les fans ont choisi Taurasi, mais il y a tellement d'autres noms. À la fois on peut clairement pas aller contre ça, mais il y a aussi d'autres noms à citer. Bref, c'est vraiment chouette, un peu comme dans les WNBA First Team et Second Team, de savoir que dans une ligue on peut avoir autant de débats pour des choses comme ça. Donc voilà, stay tuned pour la partie sur la GOAT. Alors, ici on a une question de First LeBron Fan qui a décidé qu'on allait se mettre des gens à dos puisqu'il nous pose une question assez simple. Donc, quelle joueuse l'équipe n'aime pas vraiment, que ce soit niveau jeu ou autre, ça ne passe pas du tout et chacun doit dire la joueuse qu'il n'aime pas. Oh le salaud. Ouais. Donc allez, Flo, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Oh ben ça va être une surprise pour personne. Je suis pas un grand fan de Liz Cambage. Mais je la déteste pas. En fait, j'aime bien la joueuse. Son attitude à côté parfois m'agace. Et sinon, une joueuse que j'aime vraiment pas, mais ça c'est plus sur le côté hors terrain, c'est Rikuna Williams. Ouais. Parce que là, il y a des histoires de violence conjugale, il y a des trucs comme ça, et je suis pas des personnes qui séparent le joueur de la personne. Et oui, mais elle joue bien, mais non. Voilà, il y a des choses avec lesquelles j'aime pas transiger, et donc là, voilà. Rikuna Williams, j'ai vraiment un problème. Puis Liz Campbell, c'est parce qu'elle m'agace, mais je crois que j'aime bien la détester en fait. C'est je t'aime moi non plus. Et toi, Shai? Je voudrais pas me griller avec quelqu'un qu'on va peut-être interviewer, ce serait dommage quand même. Bon, je pense pas qu'elle me regarder, donc c'est pas grave. Je sais pas, j'ai toujours eu un peu Courtney Williams dans le pif, mais pas tellement pour le comportement, parce que ça date d'avant les problèmes extrasportifs. En fait, j'aime pas trop les joueuses. Les croqueuses en fait, pour parler simplement, et je sais pas, Connecticut, je trouvais que la hype autour d'elle et tout était un peu surfaite, j'aimais pas trop, et le fait que quand elle soit partie, tout le monde a fait comme si c'était une MVP qui partait, c'était la catastrophe. Voilà, j'aime pas trop en fait techniquement, j'aime pas trop la joueuse techniquement tout simplement. Je lui reconnais beaucoup de talent, mais moins que ce que la plupart des gens lui prêtaient à son meilleur niveau, je pense. Et après, plus en termes, alors là c'est très récent et on en avait parlé dans un podcast, j'avais pas trop aimé la phase Nika Ogwumike avec le Nigeria et Team USA et tout ça. Ça me l'a rendu un peu moins sympathique, mais de toute façon je déteste personne. C'est juste que ça l'a rendu moins sympathique parce que j'avais pas aimé toute cette séquence-là, quoi. Alors moi j'ai beaucoup de mal à chercher à trouver une joueuse que je n'aime pas. Vraiment. Alors parfois ce que j'ai, c'est que je n'aime pas des joueuses autant que je devrais les aimer. Je vous explique. Par exemple, il y a celle que beaucoup voient comme la GOAT aussi, Maya Moore. Là, je vais faire un de ses coming out, je vais me faire défoncer par tout le monde. Mais Maya Moore, sur un terrain, il n'y a rien à dire, etc. Mais déjà, je ne sais pas expliquer pourquoi elle ne m'emballe pas. C'est comme ça. Donc évidemment, je suis obligée de reconnaître la grandeur et le talent et le fait qu'elle soit dans la discussion. J'ai aucun souci là-dessus, mais c'est pas elle qui va me faire me lever. Je sais pas pourquoi. Et surtout, son côté, en fait, elle a eu le malheur de faire des tweets un peu trop religieux, etc.
Et je trouvais ça un petit peu... Et puis la façon, par exemple, de la mise en scène quand elle était à la sortie de la prison pour son futur mari, etc. Voilà, c'est des choses... Je peux pas critiquer parce qu'elle a mis... Mais il y a un truc qui fait que je n'arrive pas complètement à rentrer dedans. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est le maximum que je peux vous donner. Mais Maya Moore, j'ai écrit des articles sur elle, je respecte son combat, tout ce qu'on veut, etc. Mais je vais toujours avoir un tout petit frein. Et j'ai un tout petit peu... Tant que j'y suis vraiment pour me cramer définitivement et être sûr que suis-je ferme demain, je pense que je n'aime pas assez Brianna Stewart par rapport à son talent. Et pareil, je sais pas expliquer pourquoi. Quand elle joue, c'est génial, elle marque plein de points, c'est incroyable, etc. Mais je vais pas me lever comme je peux me lever de mon fauteuil pour d'autres joueuses. Et c'est pas, je sais pas expliquer pourquoi. C'est comme ça. Et pourtant, je vois le talent, je vois tout ça. Mais voilà, donc c'est pas que je les déteste, je les aime beaucoup. Pareil, j'ai écrit des articles sur Brianna Stewart, sur ce qui lui était arrivé avant, sur son combat. Et c'est vraiment voilà, une joueuse que je respecte. Mais je pense que dans le cas de ces deux joueuses-là, je devrais les aimer autant que j'aime certaines autres joueuses. Et pourtant, il y a un tout petit truc qui peut-être m'arrête un petit peu et je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, comme ça vous savez vraiment tout et j'espère que vous me respecterez encore. Grosse prise de risque. De quoi? Grosse prise de risque. Oh putain, oui, j'ai tout lâché là. Petite question justement qui va nous permettre de se calmer un petit peu hein, après cette bombe. C'est une question d'Elodie qui dit « ça gratte ou ça gratte pas ?» Ça gratte. On parle du pull de Sue Bird évidemment. Et sinon, il n'y a que moi qui suis un peu inquiète de voir qu'Elena Delle Donne s'éclate à fabriquer des planches à saucissons. Bref, comment voyez-vous son avenir? Bah écoute, personne ne le sait. Elle a clairement les lingots des Mystics dans son sac à dos et ça c'est un peu stressant pour tout le monde. Elle aurait eu 100 fois l'occasion de dire je prends ma retraite, ça va pas avec mon dos, elle l'a pas fait. Donc on se dit c'est quand même qu'elle compte revenir et que c'était encourageant. Maintenant, très clairement, là, il y a un flou artistique, mais de toute façon, qui est le flou artistique général de la WNBA, hein, on en parlait tout à l'heure avec Kennedy Carter. Je pense qu'en NBA, on aurait déjà eu les rapports du médecin et limite accès à l'imagerie médicale toutes les 2 heures, et là, on ne sait pas. Donc, comment on voit son avenir? De moins en moins bien, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, on se dit que c'est une athlète qui a de l'éthique, on se dit que Mike Thibault, il a beau être vieux, il est pas sénile. Et donc, si tout le monde pense qu'il y a toujours quelque chose à faire, on va y croire, hein, Flo? Moi, ça me dérange pas qu'elle fasse des planches à saucisson, si à côté de ça, elle retape bien son dos et qu'elle joue au basket. Le souci qu'il y avait, c'est comme tu dis, c'est qu'on n'avait aucune info sur ce que donnait sa rééducation, ce que donnaient ses opérations et tout ça, et que c'est toujours le problème d'Elena, en fait, c'est sa communication. Comme c'est une fille qui est discrète à la base et qu'elle communique pas, du coup elle communique mal, en fait. Et en gros, sur Instagram, elle partageait rien de basket, rien de je récupère, rien de je fais des exercices, je m'entraîne. C'était juste regarder la nouvelle planche à saucisson que j'ai sortie. Et donc, effectivement, au bout d'un moment, tu finis par te dire ouais, bon, t'es gentil, mais. Toi, tu voulais du no pain, no gain avec les gouttes de sueur qui coulent et. Ou alors, voilà. Moi, je fais partie des gens qui trouvent. Enfin, moi, franchement, parce qu'on en rigole souvent entre nous, moi, je trouve ça génial qu'elle fasse. Que plutôt que se dire je vais jouer en overseas ou un truc ainsi, qu'elle ait genre lancé sa petite boîte de design où elle fait de la menuiserie avec sa femme dans le garage. Moi, je trouve ça exceptionnel. Mais je préférerais qu'à côté de ça, elle continue à communiquer sur le basket. Le problème, c'est qu'il y a des moments où elle communique plus du tout et elle communique que là-dessus. Et donc, quand tu sais qu'effectivement, tu as 15% de ton salary cap qui est sur son dos en miettes, t'aimerais bien un peu avoir juste des infos, quoi. Mais sur les dernières semaines, elle a dit elle m'a semblé plutôt confiante sur la saison prochaine. Après, je suppose qu'elle veut pas inquiéter. Mais elle était confiante sur la saison passée aussi. Ouais, c'est vrai. Et là, elle a l'air de dire. En plus, elle s'est pas blessée en match ou quoi. C'est juste, c'est au niveau sensation. C'est ça qui est un peu inquiétant. C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment, elle va se ressentir partante pour se jouer à fond? Parce que là, sur les 2 matchs qu'elle a joués. On voit qu'elle a encore du basket, quoi. Ah bah oui, elle jouait à 50% et elle était encore oui. C'est ça qui est frustrant, quoi. C'est que tu dis, il suffit juste qu'elle réenclenche la deuxième et elle est encore la meilleure sur le terrain. Il aurait fallu que vous gagniez pas le titre pour qu'elle ait encore une motivation pour aller chercher. Tu rigoles, mais ouais. Allez, on reprend le trophée et on redistribue les cartes. Alors, petite partie rapide sur la SSFL, parce que voilà, si vous n'avez pas joué, on va pas s'étendre trop longtemps, mais il y a Adrien qui nous demande quel bilan vous faites de la SSFL. Donc la Swissfish Fantasy League, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une vraie réussite de mon côté en tant qu'utilisateur. Merci Adrien.
Et Mara qui dit « Après cette première saison de SSFL, vous pensez déjà à des modifications, améliorations pour l'année prochaine ?» Alors, le bilan, je pense qu'il est positif. On s'est tous bien marrés à le faire. On espérait avoir, je pense, plus de 100... je sais plus ce qu'on s'était fixé comme nombre, mais je pense qu'on l'a eu. Donc on a un certain nombre de joueurs et ça, c'était chouette. Il y en a vraiment... Je pense qu'aussi on a réussi le fait que certains accrochent via ça. Donc voilà, maintenant tout est à échelle de WNBA. Donc quand tu vois la TTFL et que tu vois la SSFL, ça peut paraître risible, mais le but c'est pas de se comparer. Et donc forcément nous pour une première, on est très contents. Au niveau technique, on a eu un bug, je pense, les premières semaines et puis tout a roulé parfaitement. Les encodeurs fous, Ghislain et Flo ont fait un travail super. De stats, etc. Le Discord existe, ça c'est chouette aussi. Enfin, moi, vraiment, il y a des fois, ça a même fini en trash talking, ce qui était vraiment génial. Salut Val. Et du coup, voilà, c'était pour moi, je me suis vraiment bien marrée. Maintenant, est-ce qu'on pense à des modifications, améliorations? Mais je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous le demander à vous, les joueurs. Parce que voilà, moi, je suis qu'une joueuse parmi les autres. Et donc, je pense qu'on va bientôt sur le Discord poser quelques questions pour éventuellement voir ce qu'il y a de gérable à modifier ou à améliorer la saison prochaine. Parce que le but c'est aussi que le jeu vous convienne à vous joueurs et donc voilà, moi j'ai pas une idée spécialement en tête maintenant, on va à mon avis récolter les idées et analyser ce qui prend beaucoup de temps, pas beaucoup de temps et voir ce qu'on peut faire pour la saison 2 tout simplement. Alors, petite pause, après la petite pause SSFL, maintenant c'est les Français qui peuvent aller boire un coup de rouge, puisqu'on va parler rapidement des Cats. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point avez-vous hâte de revoir les Cats le 14 du 11? Un avis sur le nouveau coach. Alors, moi, c'est mon drame, c'est que je joue moi-même le 14 du 11, donc je pourrais pas aller voir les Cats, parce que je joue en même temps qu'elle. Donc voilà, mais par contre, il est clair que dès que je rentre, je suis sur le replay et je regarde, parce que ça va être Enfin... Je veux pas trop en dire parce que c'est mon article de ce week-end. Je vais écrire à tête reposée sur ce nouveau visage des Cats, mais très clairement, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Donc moi, personnellement, mon avis, je le garde pour ce week-end, pour un article que je vais faire à tête reposée. Toi, Flo, par contre, vas-y, dis-nous tout. Sur une échelle de 1 à 10, c'est 11. Oui, voilà, oui, ça c'est évident. Ça, c'est évident. Non, parce qu'en plus, comme tu le dis, c'est quand même une vraie page qui se tourne. Ouais. Que ce soit au niveau de l'effectif, il y a quand même des joueuses, Anne Waters, Marjo, Kim Mesdag qui sont plus là, et puis un nouveau coach. Le nouveau coach, j'en ai déjà un petit peu parlé, je vais réserver mon jugement. J'ai pas envie de juger avant d'avoir vu des matchs et voilà. Maintenant, c'est tellement belge, hein. C'est ce que j'allais dire, tu serais français. En même temps, on critique souvent les Français qui ont parfois tendance à critiquer trop vite, donc voilà, je pense qu'il faut, ça sert à rien de critiquer tant qu'on n'a pas vu, il est là. Je peux pas nier non plus que j'ai pas un a priori négatif, parce que ça a été le coach de Lyon pendant 3 ans, je pense, et que moi personnellement, j'ai pas adoré. Je suis un grand fan de Julie Allemand. J'ai jamais trouvé que l'utilisation qu'il avait de Julie Allemand à Lyon, j'adorais pas. Et je préférais comme elle jouait avec l'équipe belge en fait. Et donc voilà, j'ai un petit a priori négatif, mais il va peut-être m'étonner. C'est un gars qui est dans le basket féminin depuis des années, donc à un moment il faut faire un minimum confiance. Et si après quelques matchs on voit que c'est de la merde, là on sortira les fourches et les torches. C'est la première fois qu'il coach une équipe nationale, donc c'est entre guillemets, c'est peut-être un espoir parce que les Français vont se charger pour vous de le critiquer avant même qu'il ait commencé le match, parce que c'est pas un des coachs qui a la meilleure réputation en France. Tout le monde lui accorde on sait que c'est pas un mauvais coach, hein, c'est juste que ça s'est pas toujours très bien passé ou terminé sur le plan relationnel. Mais moi, d'un point de vue du coup très extérieur. La première liste est intéressante avec beaucoup de jeunes. Après, c'est désolant quand tout le monde aime bien Kim Mesdag, ne pas jouer, faire un break, c'est toujours désolant parce que c'est une joueuse qu'on aime bien. Mais j'ai hâte de voir aussi. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de Français qui se sont mis à beaucoup aimer la Belgique avec les dernières compétitions, au-delà de la petite rivalité avec la France, parce que c'était le jeu le plus divertissant qu'il y avait quasiment en Europe, je pense. Donc on est beaucoup à avoir hâte de voir ce que ça va donner tout ça. T'as pas hâte de voir ce que Blarney va donner le dimanche 14 du 11? Bien sûr, si on veut bien venir te voir. Non. Oui, si tu nous invites, on vient, évidemment. Bien sûr. Une question de Amé. Flo, ça va être pour toi, puisque ça concerne Julie Allemand.
Dans nos rêves les plus fous, peut-on envisager qu'elle rejoigne une autre équipe qu'Indiana pour espérer gagner un peu? Pourquoi pas Chicago en backup de Sloot? Est-ce envisageable niveau contrat? J'imagine qu'elle est blindée par le Fever. Et serait-ce un bon fit pour le Sky? Donc serait-ce un bon fit tant pour le Sky que pour Julie, quand on voit par exemple ce qui est arrivé à la jeune meneuse australienne draftée cette année, Shayla Hill. Sinon, vous la verriez bien dans quelle autre équipe? Continuez le super boulot, c'est génial de vous lire et de vous suivre. Merci. Alors Flo, est-ce qu'on peut envisager qu'elle rejoigne une autre équipe? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Alors, où est-ce qu'elle pourrait être un bon fit partout? Attends, envisager, soyons clairs quand même, elle est toujours sous contrat, hein. Donc c'est pas si Julie décide coucou, non. À moins qu'elle fasse une Ben Simmons. Julie, elle est en fin de contrat, mais comme elle a eu la saison passée qui a été suspendue, elle est dans une clause un peu particulière, donc elle est plus sous contrat, mais c'est toujours Indiana qui a l'exclusivité de la négociation avec elle. D'accord. Donc si Indiana décide tu restes chez nous, Julie n'aura pas son mot à dire. Oui. Donc voilà ce qu'il en est. Maintenant, de façon globale, est-ce qu'on peut l'envisager ailleurs? Oui, Julie, elle a un jeu collectif qui peut se mettre un peu partout. Après, là on parle de Chicago. Ouais. Sloot, c'est une meneuse qui... Alors Julie, Sloot, je trouve que c'est des profils qui se ressemblent un peu, donc c'est intéressant. Maintenant, Sloot, c'est une joueuse qui va jouer 30-32 minutes par match. On va pas les faire jouer côte à côte. Je trouverais ça dommage pour Julie d'arriver dans une équipe où on voit bien hein, les meneuses backup à Chicago. Ouais. Justement, dans tout un temps, il n'y en a pas eu. Puis il y a eu Shayla Hill, là, il y a Dana Evans, mais c'est des joueuses qui vont se retrouver limitées à 10 minutes. Donc, oui, en soi, ce serait une expérience folle pour elle, mais je pense qu'elle a les épaules pour mieux que ça. Et donc, pourquoi pas l'imaginer dans des équipes plus ambitieuses qui veulent peut-être revenir. Alors, il y a déjà pas mal de grosses équipes qui sont bien servies niveau meneuse, mais on parlait de Dallas tantôt. Est-ce que Julie peut pas être une joueuse qui peut aider aussi à faire passer un cap à une équipe comme Dallas? Moi, je pense que Julie, elle peut s'épanouir partout, mais c'est vrai que j'ai envie de la voir jouer dans une équipe où elle va gagner, quoi. En fait, la saison qu'elle a faite avec Indiana, au-delà des difficultés d'Indiana au classement, sa saison a été impressionnante. Pour moi, elle a montré qu'elle pouvait jouer partout, hein. Oui. Parce que c'était une équipe médiocre, hein, avec un style de jeu pas très bien défini. Elle a quand même réussi à être. Elle a été hyper impressionnante, je trouve. Donc elle peut jouer partout. Ouais. Maintenant, faudra voir aussi au niveau. Alors là, elle va ressortir d'une saison avec Lyon. Et qu'est-ce qu'il y a l'été prochain? Il y a aussi des... Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient l'empêcher, je pense? Parce que cet été, on savait que personne allait venir, ou pratiquement, mais... Moi, je pense que l'été... Il y a le mondial, non? Mais le mondial, il y aura une pause, puisque ça concerne tout le monde. C'est toujours les euros qui posent souci, et là, il n'y en a pas. Donc, effectivement, ce serait une bonne année pour retourner si sa santé le permet et qu'elle a l'énergie pour, quoi. Alors, on va finir par 2 petites questions. On nous en demande si certains d'entre nous regardent la saison de NBA. Et je pense que Shai regarde la NBA, mais je suis pas super sûre. Et si on a une équipe préférée? Shai, est-ce que tu regardes la NBA? Oui, professionnellement obligé. Non, si, je regarde la saison, évidemment. Les équipes, alors, juste sur le plan sentimental, parce que c'est l'équipe avec laquelle j'ai commencé à suivre quand j'étais petit, c'est l'équipe qui montait quand j'étais petit, c'était Orlando. Donc même quand ils sont ultra nuls comme en ce moment, j'ai toujours un petite nostalgie qui fait que je les suis un peu plus. Et après, New York, forcément. Toujours l'espoir que les Knicks redeviennent très compétitifs. Là, ça va un peu mieux, mais parce que j'ai toujours l'affect, j'ai un peu vécu là-bas, et même avant, j'aimais les Knicks. Donc, ouais, New York et Orlando pour moi. Flo? Ouais, moi, je vais pas me faire des amis. Oh, mais t'inquiète, après, avec ce que j'ai balancé avant, tu peux même dire que t'aimes... non, tu peux y aller. Moi, mon équipe NBA à la base, c'est les Rockets. Mais c'est vieux, hein, c'est de l'époque de la Ju-1, c'est de l'époque où je jouais à NBA Live 2001 et où j'adorais le logo, je savais même pas qui y avait dans l'équipe ni rien. J'aime nettement moins ce qu'ils font ces dernières années, mais bon voilà, historiquement c'est ça, et comme je suis un gars loyal, j'y suis resté. Et actuellement, j'aime pas mal ce que font les Nuggets aussi, parce qu'un joueur comme Nikola Jokic, c'est le genre de gars qui te met des paillettes dans les yeux, tu comprends pas ce qu'il fait, il est à moitié gros, il bouge pas, et puis en fait, c'est magique. Mais je dois avouer que je regarde quand même nettement moins de NBA que j'en ai déjà regardé, donc
un peu les matchs du dimanche quand c'est à heure humaine, et puis sinon je fais des Fantasy League, mais sans trop regarder les matchs. Ouais. Voilà, moi je suis dans le même cas, je joue à Fantasy League et j'ai été très très fan de NBA, vraiment même fan hardcore à un moment. Et puis voilà, vu que de temps en temps je dois quand même penser à m'occuper de ma famille ou à travailler, je peux pas suivre à la fois le basket féminin à fond et le basket masculin, donc j'ai laissé les garçons sur le côté de la route. Mais historiquement, je suis toujours quand même une grande fan des Knicks, même si je regarde beaucoup moins, mais voilà, j'aime souffrir. J'aime ce cycle de on y croit, on est déçu, mais on va encore y croire, et puis voilà. Donc c'est vraiment c'est dur, c'est très dur, mais c'est New York et c'est mon équipe, donc voilà. Et là on a un petit peu de bonheur, mais même quand on a un peu de bonheur, j'ose à peine le toucher du bout du doigt parce que j'ai l'impression que si je le touche, ça va faire pouf et ça va partir. Mais donc voilà, et je suis un peu comme toi, Flo. Maintenant, je regarde les matchs du dimanche de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Voilà. Mais oui, on aime quand même bien la NBA parce que ça reste du basket. On va finir par une dernière question, et forcément j'ai un peu provoqué cette question puisque j'ai suggéré et quelqu'un a eu le malheur de me suivre. Shai, quel est ton joueur de foot préféré? Déjà, qui a posé la question déjà pour savoir à qui je vais... Attends, il faut que je retrouve. Devoir la fin de mon amitié avec... Je retrouve. Je vais te dire qui a posé cette question. Mais tu peux déjà commencer à répondre pendant que je regarde ça. C'est une question ultra compliquée parce que je me suis un peu... Enfin, je regarde beaucoup moins le foot qu'avant, donc c'est plus difficile. Mais historiquement, donc, je suis fan de Marseille, donc forcément, c'est souvent des joueurs de Marseille que je préfère. On va dire que la période pendant laquelle j'étais le plus à fond... C'est Mara qui a demandé quel était ton joueur de foot préféré. D'accord. On ne te remercie pas, Mara. Voilà. Disons que vers 15-16 ans, voilà, mon joueur préféré c'était Didier Drogba à Marseille, et après pour tout ce qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire, Chelsea, j'aime beaucoup l'homme aussi, donc je pense que c'était mon joueur préféré historiquement. Voilà. Super, merci Shai. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Voilà, on vous remercie pour ces questions. Merci aussi de nous avoir suivis durant toute cette saison, puisque ça fait un peu office de clôture pour nous de la saison 2021. Encore une magnifique saison à vos côtés. Évidemment, on reste là pendant l'intersaison. Dès déjà janvier, on va pouvoir un peu regarder tout ce qui se passe au niveau des trades, puis la draft. Avant, on va jeter un coup d'œil au niveau toujours des sélections nationales, un petit peu ce qui se passe en Euroleague. En gros, que font les joueuses de WNBA un peu à travers le globe. Mais bon, vous savez que nous, on est focus WNBA, donc voilà, on va rester là-dessus. N'hésitez pas à continuer à interagir avec nous. Il y a aussi, à mon avis, des portraits de joueuses qui vont sortir, peut-être des dossiers. Donc voilà, ce n'est pas parce que c'est l'intersaison qu'on dort, loin de là. Merci Flo, merci Shai. Bisous Liv, reviens-nous vite. Et à vous tous, on vous dit à très bientôt. Salut, salut!